Bienvenue dans le podcast Ajuka, le podcast de l'association Ajuka dédié au cinéma ultramarin. Ici, on met en lumière les talents et les récits de nos territoires. Installez-vous bien, c'est parti pour un voyage au cœur du cinéma d'outre-mer. Bonjour Grégory. Bonjour Mélissandre. Merci beaucoup d'être avec nous Ajuka. C'est un plaisir. Tu sais qui on est ? Oui, j'ai une association de défense des réalisateurs, acteurs, de tout le vivier de l'audiovisuel de l'outre-mer et du cinéma. Alors défense peut-être pas, mais en tout cas mise en avant. On est là pour promouvoir... Ah bah c'est de la défense. D'accord. Vu d'où on part, vu à quel point on part de loin. Donc ouais, moi j'estime que c'est un travail de défense. Bon, alors je prends. Effectivement, on représente les ultramarins dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et c'est vrai que notre focus, c'est vraiment de mettre en avant nos capacités, nos travail, nos problématiques aussi. Et alors, on est très très content de te recevoir aujourd'hui parce que il y a quelques jours, là on est vendredi, donc mercredi, il y a eu le lancement de ton premier long métrage, Marmaille, et qui a la particularité d'être tourné 100% en créole réunionnais. Et donc, bien sûr, avec l'équipe Ajuka, on a adoré le film. Pour ma part, je l'avais vu en avant-première. Donc, j'avais eu la chance de te rencontrer à la soirée d'avant-première. Et on est là aujourd'hui pour parler, bien sûr, du film, mais également, peut-être mieux te connaître également en tant que réalisateur et voir un petit peu comment tu es arrivé jusque-là et puis finir sur... comment ce film a vu le jour nationalement. C'est parti, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup ramé. Dans l'océan, là, comme ça. Ça a été compliqué pour arriver jusqu'ici. Raconte-nous. Alors, du coup, toi, tu viens de quelle... Alors, tu viens de La Réunion. Ouais, je suis réunionnais. Tu es réunionnais, tu es né là-bas. Je suis pas né là-bas. Pas né là-bas. Non, je suis né en métropole, de parents réunionnais. D'accord. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire je suis né en exil. Alors, c'est pas très vrai, puisque ça reste la France, bien évidemment, et on est fiers d'être français, attention. Mais c'est vrai que voilà, mes parents avaient quitté la Réunion pour pouvoir travailler, tout simplement. Et donc, mes petits frères et moi, on est nés dans le pays Lafré, comme on dit. Mais on a grandi vraiment dans la culture créole. On parlait créole à la maison, on mangeait créole. Même quand il neigeait, on allait faire notre pique-nique du dimanche dans la nature. Donc, du coup, je me souviens d'une institutrice, tu sais, le lundi matin, elle te demande de faire une petite rédaction sur ce que tu as fait ce week-end, tu vois. Et puis, moi, je mettais, on a fait un barbecue ce week-end. Elle fait, mais non, on fait pas de barbecue dans la neige, Grégory, tu affabule. Waouh! Et je lui disais, mais si. Alors, du coup, j'ai poussé ma mère à les développer. On avait fait des photos. J'ai poussé à les développer tout de suite dans le supermarché, les photos, pour pouvoir montrer à mon institutrice que si, regardez, on était bien en train de faire un pique-nique avec notre barbecue dans la neige ce week-end. C'est comme ça, nous. Donc, voilà. Et je suis rentré à La Réunion. Enfin, mes parents sont rentrés à La Réunion quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai fait ensuite tout le reste de ma vie là-bas à partir de l'âge de 13 ans. Mais j'étais déjà très connecté à La Réunion. On revenait souvent en vacances. On allait chez les grands-parents, tout ça là. Donc, voilà, j'ai jamais connu autre chose que cette culture-là, moi. D'accord. Pardon. Mais c'est super parce qu'en général, c'est plutôt le contraire. On est dans nos îles, là, et puis on part ensuite à l'école ou étudier. Je l'ai fait ça après, je suis reparti ensuite, juste après le bac. Alors moi, je voulais déjà faire du cinéma, ça, j'avais ça en moi depuis la prime enfance, mais c'était compliqué à faire accepter quand même, parce que tu es dans une famille où il n'y a aucun artiste, c'est complètement ubuesque pour eux, tu vois. Et en fait, du coup, pour satisfaire un peu tout le monde, et notamment le banquier qui m'a dit, ah bah oui, là, on vous fait un prêt étudiant, monsieur Lucili. Donc, je suis parti faire une école de commerce. Et dans cette école de commerce donc, que j'ai faite à Reims, j'avais des ateliers management et leadership, et je faisais à chaque fois des petits courts-métrages amateurs en leur disant, mais c'est du management, je gère une équipe. Ça passait. Pas mal. Et en fait, cette école, elle avait cet avantage, si tu veux, comme toutes les écoles de commerce, tu dois faire une année de césure en entreprise, tu sais. Très bien, oui. Et moi, je tenais à le trouver dans le milieu du cinéma, et je me suis beaucoup battu, et j'ai réussi à décrocher un stage d'1 an au marketing international chez Pathé.
donc Waouh! joli groupe, et côté distribution en plus. Et là, bah, le virus, là, il me pique complètement. C'est-à-dire que là, je me dis, mais non, mais moi, c'est ça mon rêve depuis que je suis enfant. Il faut que je capitalise là-dessus, quoi, tu vois. Donc j'ai plaqué mon école, je l'ai pas fini, au grand Ah dam de... oui! Ah ouais, 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 ça a été pareil, une affaire d'État un peu. Mais j'ai plaqué mon école et je suis parti bah, rouler ma bosse sur des plateaux de tournage. Donc en entrant d'abord par la petite porte, hein, j'apportais le café aux producteurs sur le plateau. Je passais le balai sur les plateaux, tout ça là. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à monter en grade. Et un jour, en fait, après ce début de carrière dans différentes boîtes de prod, je fais un tournage qu'on fait à l'étranger, en Israël, un long métrage avec Fanny Ardant. Et Mmh. enfin, je rencontre un chef opérateur qui me dit, mais tu sais, Grégory, si tu veux être réalisateur, il n'y a pas 36 solutions. En fait, faut réaliser. Faut pas être assistant réalisateur, c'est pas les mêmes métiers. Et je l'ai pris au mot. Alors du coup, j'ai à nouveau tout plaqué dans ma vie. Et je suis rentré à La Mmh. Réunion parce que je tenais à faire mes premiers courts-métrages sur mes terres. Donc je suis rentré, j'ai commencé à tourner des courts et je me suis, euh, comment dire, heurté déjà à des problématiques insulaires du fait de notre éloignement. Il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de Mmh. techniciens formés à l'époque. Tu des cours, mais t'avais pas de matériel? Ouais, ouais, moi Ah ouais. pour éclairer mes premiers courts-métrages, je suis parti acheter des projecteurs de jardin à Monsieur Bricolage Ah oui. à 9 euros le projecteur. Et je faisais la prise de son, pardon, avec la fonction dictaphone d'un iPhone. On se débrouillait vraiment comme ça, hein, c'était roots, mais je commençais déjà à mettre en scène, du coup, des petits courts-métrages qui avaient leur petite vie en festival. Et à côté de ça, je continuais quand même ma carrière de technicien, donc jusqu'au jour où j'ai pu passer premier assistant réalisateur sur une série qui était tournée là-bas qui s'appelle Cut. Euh, où finalement cette série, elle a vraiment achevé de me former à la réalisation. Euh, et à partir de là, donc j'avais déjà quand même 4 courts-métrages à mon actif. Quel âge? Là, j'avais 35 ans, je crois, à peu Ah près. oui, quand même, hein? Ouais, ouais, D'accord. ouais. Bah oui, bah tu sais, quand tu es autodidacte, que t'as pas fait d'école de cinéma, que tu viens de 10 000 kilomètres de là où ça se passe, bah, et sur un territoire où, au moment où je commence, en tout cas, il n'y a rien, bah forcément, ça prend Ça plus prend de plus de temps. temps, ouais. Et après, ce qui était bien, c'est que ceci dit, entre-temps, l'industrie, elle grandissait. Donc, on avait des techniciens qui commençaient à être vraiment chevronnés. On avait du matériel qui arrivait sur l'île, donc des loueurs de matériel, etc. Donc, du coup, les possibilités commençaient à devenir bien plus grandes et plus intéressantes. Et moi, je me suis senti prêt à ce moment-là à lancer un projet qui était en moi depuis un moment, Mmh. donc qui va devenir après, plus tard, le futur film Marmaille, donc qui est Mmh. sorti avant-hier. Et, et ça a été, comment dire, bah, à partir de là, j'ai créé une boîte de production pour démarrer ce projet-là. Parce que je savais d'ores et déjà que par contre je tenais à le faire à La Réunion et en créole. Mais à nouveau, pof, je me heurte à un plafond de verre qui est que voilà, moi je suis pas producteur, je suis auteur réa et surtout bah, je ne suis pas en mesure de financer un tel film. Euh, donc je me mets en recherche de producteurs. Donc ça, là, à ce moment-là, on est en 2016 quand même. Mmh. Et je rencontre pas mal de producteurs. J'avais une première version du scénario qui tenait plutôt la route et je rencontre pas mal de producteurs et plusieurs me disent on adore ton projet, on te signe, mais par contre tu délocalises l'histoire dans l'Hexagone ou alors tu tournes le film en français, ce que moi je refusais catégoriquement. Bah, jusqu'à la bonne rencontre avec Pierre Forette de Ciné Nominé, que je rencontre dans un speed dating qui est organisé par la région Réunion, un speed dating professionnel, bien évidemment, je Évidemment. rassure tout le monde, mais un speed dating, en fait, tu vois, on passait de table en table comme ça, c'était assez rigolo, et t'as 15 minutes pour pitcher ton projet, tu vois, et puis il y a la petite cloche qui sonne, Mmh. faut passer à la table suivante. Et je pitch mon film à Pierre Forette, donc,
Et il a un peu un coup de cœur. Et le soir, pendant le cocktail, il vient me voir comme ça, avec mon scénario contre sa poitrine. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et il me dit, je te fais la promesse que je le lis dans l'avion. Et il reprenait Waouh! l'avion le lendemain même. Et il a tenu sa promesse. Il en a parlé tout de suite à ses associés, Thierry Wong et Baptiste Deville. Et ils ont eu le même coup de cœur. Et donc, quelques jours après, ils m'ont rappelé. Et voilà, et les choses ont commencé. Donc là, à ce moment-là de l'histoire, on est en 2019. Et donc, D'accord. tu vois, moi, j'ai commencé dans le milieu du cinéma. Donc, Pathé, moi, je prends ma date de naissance dans le cinéma, c'est mon stage chez Pathé, tu vois, Bien en sûr. 2004. Et je lance mon premier projet de long métrage en 2019, on travaille comme ça en sous-marin. Bon, on devait le tourner un peu plus tôt, mais on s'est pris le Covid dans Ah la oui, figure qui a décalé leur planning de prod. Et, euh, et voilà, et finalement, on a tourné le film l'année dernière et il sort, voilà. 20 ans après. Ouais, ouais, 20 ans après au final, 20 ans pour Mmh. arriver à faire un long métrage à La Réunion en créole, avec des comédiens du cru et des comédiens totalement inconnus, puisque je les ai trouvés en Oui, casting sauvage. absolument, oui, raconte-nous un petit peu. Ben, c'était une déjà, bon, comme je savais que le film allait tourner autour de deux adolescents, on savait qu'il fallait trouver des comédiens comme ça, des petites pépites quoi, dans la rue, tu vois. Tu veux dire, c'était des comédiens au départ que tu voulais? C'est-à-dire des Non, 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 personnes de enfin l'ombre? justement, pardon, des jeunes en Des fait, jeunes. des jeunes qu'on allait porter à qui, voilà. Alors pour les comédiens adultes, c'était plus facile de prendre des comédiens chevronnés de La Réunion, Mmh. puisque là, pour le coup, il y avait un vivier, tu vois. Mais sur les jeunes, même s'il y a des jeunes très très talentueux à La Réunion, moi j'avais envie de nouvelles têtes, tu vois. D'accord. Et donc on a la directrice de casting qui est venue de Paris, elle s'appelle Christelle Barras. Et pour la petite histoire, c'est la directrice de casting quand même de Jacques Audiard, de Céline Sciamma, Waouh! de pas mal de beau monde du cinéma. En effet. Et elle est spécialisée, elle avait découvert notamment l'actrice Adèle Haenel, tu vois. OK. Et elle est vraiment spécialisée en casting sauvage de jeunes, en fait, tu vois, qui ont jamais fait de cinéma dans leur vie. Et elle a repéré Maxime, en fait, dans un battle de danse. Mmh. Parce que Maxime, donc le rôle de Thomas, le rôle principal, il y avait vraiment pas mal de difficultés sur ce rôle-là. Il fallait qu'il coche beaucoup de cases. Il fallait qu'il soit à la fois euh, très bon danseur, il fallait qu'il réussisse à nous apporter la fougue de l'adolescence, il fallait qu'il parle créole naturellement, il fallait Ouais. qu'il paraisse suffisamment juvénile pour passer pour un adolescent tout en étant tout juste majeur, pour des contraintes à la fois administratives mais aussi artistiques, parce que il y avait des scènes quand même un petit peu difficiles dans le Oui, film c'est qu'on ne vrai. pouvait pas, c'était inconcevable absolument de les faire jouer par des vrais adolescents. Mmh. Enfin, je pense que tu vois de quelle scène je Oui. parle. Oui, oui. Donc voilà, il y avait pas mal de cases à cocher comme ça. Et donc elle le filme discrètement lors d'un battle depuis le public. Lui ne sait absolument pas qu'à ce moment-là, il y a une directrice de casting dans la salle. Et en fait, quand je regarde les images, moi, ce qui me fascine, en fait, c'est pas les moments où il est en train de danser face à son adversaire, c'est les temps d'attente qu'il avait face à son adversaire. Parce que là, il avait une espèce de fougue, de rage, en fait, pendant ces temps d'attente-là, qui collait complètement avec mon personnage de Thomas. Donc, du coup, on lui a fait passer des essais et on s'est rendu compte que ben, il arrivait aussi sur le jeu à nous apporter Mmh. cette irrévérence de l'adolescence, tu vois. Et donc, ben, c'était lui, quoi, hein. Il y avait une évidence absolue pour tout le monde. Donc, et ensuite, on a trouvé après Brianna, 3 heures avant que Christelle reprenne la route pour l'aéroport. Oh là là! Par un coup de chance, grâce à sa prof de français qui a entendu parler du casting et qui lui a dit mais tu devrais le faire et tout. Elle voulait pas, tu vois. Puis elle est venue passer le casting et là, pareil, quand je regarde ses essais, je me rends compte que elle a naturellement la capacité de comprendre les pleins et les déliés de la dramaturgie à l'intérieur du texte. C'est Et incroyable. ça, c'était vraiment précieux et je me suis, pareil, c'était elle ou rien, quoi, direct, tu vois. Donc voilà, le casting, pareil, pour tous les autres jeunes, ça a été comme ça, via du démarchage dans la rue, dans les associations de quartier, dans les associations aussi de comment dire, d'acting, hein, puisqu'il y en a pas mal qui se sont créés à La D'accord. Réunion, qui nous ont proposé des jeunes qui, eux, enfin, qui sentaient qu'ils étaient talentueux. Et donc voilà, et on a pu réussir comme ça à réunir une bande d'ados
qui, je crois, crèvent plutôt l'écran. Ah, c'est absolument incroyable. En fait, on penserait même que c'est des acteurs, enfin, qui ont eu des cours, enfin, je suis pas une Euh, spécialiste, hein, parce que j'ai pas pris, énormément de cours moi-même, Alors, il a fallu les dérider un peu quand mais même, parce que du coup, donc on les a fait travailler d'abord avec des coachs de jeu pour qu'ils apprennent quand même un petit peu les bases, tu vois, de l'acting. Et ensuite, on a fait une grosse session de travail avec moi. Et puis après, bah, sur le plateau, moi, je les ai entourés de bienveillance, je les guidais, mais en mode, euh, tu vois, un peu comme une table de mixage où tu vas ajuster le potard, quoi, mmh et pas leur être directif dans les instructions. Ça n'aurait pas marché. Quand tu dis à quelqu'un de ne mh. surtout pas penser à l'éléphant rose, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pense à l'éléphant rose, tu vois. C'est vrai. Donc, fallait toujours aller à l'encontre de ça et plutôt les porter plutôt que de les manipuler ou de les guider, quoi. Ça n'avait aucun intérêt. Et je crois que c'est ce qui fait, dans un sens, a posteriori, je me dis que c'est ce qui a fait la réussite de ce film, en fait. C'est tout le nuage de bienveillance qu'on a Mmh. mis autour d'eux, toute l'équipe, hein, vraiment, on s'y est tous attelés pour que on ait ce ressenti à l'écran où on sent à quel point ils mettent leur tripes et ils lâchent prise et ils croient en cette histoire, quoi. Et nous, ça nous permet de nous rattacher à leurs prestations, quoi, et à leurs émotions. Ah, bravo parce que alors non seulement ça leur a permis de se rattacher à leurs émotions, mais nous, enfin, ça nous rattrape aussi. Mm. On est absolument émus et pour moi, c'était presque pas du jeu d'acteur. J'avais l'impression de voir des gens vivre leur vie Ouais, ouais. directement. Ouais, ouais, C'était ça, à ce c'est. point. J'ai une vraie fierté par rapport à ça parce Bravo, qu'effectivement, on a, on a réussi ça, ce défi-là, bravo. vraiment, je pense. Et donc 20 ans pour, sortir ce long métrage, mais c'était ton premier long métrage Ouais. et avant Un ça peu tu moins, on va dire 10 ans, parce qu'il d'accord, faut compter la période où, tu vois, je me forme, tu vois. Donc, mais par contre, tu veux qu'on mais oui, je commence vraiment à porter le projet à partir de 2016 je crois. 2012. Si, En fait, 2012 ouais, pardon. je commence à coucher des premiers brouillons en 2012 sur cette histoire-là, mais je m'y attelle pas tout de suite et je commence vraiment à rédiger le scénario en 2014. Ouais. Je retiens que tu as eu pas mal de portes fermées pour, permettre de faire ce long métrage en créole. Mhm. Est-ce que, tu saurais expliquer ou oui, quelles seraient selon toi les raisons pour lesquelles on a refusé, cette demande qui est quand même, un aspect créatif important pour toi venant de La Réunion? Je pense que c'est toujours une question de la représentativité des Outre-mer. Là, on est en plein dedans, en fait. C'est-à-dire que, euh, et pas seulement sur ce sujet-là, sur plein de sujets, on est souvent la dernière roue du carrosse, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu, hein, plein d'autres tentatives de films qui ont été faits en créole. Ah oui? Et oui, oui, et pas Mmh. seulement à La Réunion, même aux Antilles. Et je suis convaincu, alors moi je les ai pas vus, mais je suis convaincu qu'aussi dans la Nouvelle-Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, pardon, autant pour moi, qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu aussi des tentatives, il y a eu, voilà, la création, elle est Mmh. partout sur cette planète. Mais c'est vrai qu'elles ont du mal à arriver jusque dans les salles de métropole, enfin de l'Hexagone, et encore plus avec une distribution comme la mienne, où là on est vraiment dans les multiplex en fait, tu vois. Et ça, après il y a les financeurs ont toujours été un peu frileux, les financeurs, les diffuseurs aussi, Mmh. les chaînes de télé, les salles, elles ont toujours été un peu frileuses de ce principe d'avoir des films qui sont des films français, hein, puisqu'ils sont dans cette catégorie-là, mais ils sont dans une autre langue et ils sont sous-titrés en français. Un film français sous-titré en français, bah, ça rentre pas dans leur case. Et c'est vrai que c'est pas simple dans la tête des gens pour l'instant. Mais moi je suis très fier que beaucoup finalement ont fait ce pari-là sur ce film et se sont dit non mais là voilà, il y a une histoire qui est suffisamment universelle pour porter tout le monde. On a
comment dire, un passé avec, par exemple, le cinéma québécois où tu vois, il y a ce français qu'on ne reconnaît pas forcément, mais donc on va avoir besoin d'un peu de sous-titres pour arriver à comprendre. Mais au bout d'un moment, l'oreille s'habitue, l'oreille Absolument. reconnaît la musicalité. Donc Mmh. ça, c'est quelque chose qu'on a dit d'ailleurs ça aux financeurs et qui nous a aidés à leur faire prendre conscience que notre combat, il était tout à fait légitime. Et il avait sa place sur les écrans de cinéma. Et voilà, donc je pense que on est on arrive de loin, encore une fois, la route est encore très longue, mais en tout cas, il y a une porte là qui vient d'être grande ouverte. Ouais, donc tu aides, toute une communauté Bah, de j'espère que beaucoup vont s'engouffrer dans cette brèche et que on aura toujours plus de créations comme ça, parce qu'il faut pas qu'on ait honte ouais. de nos racines et de notre culture et de nos langues qui sont absolument magnifiques, qui racontent aussi nos langues, elles racontent toute notre C'est histoire. vrai. Tu vois, si je m'attarde uniquement sur moi ce que je connais, c'est-à-dire le créole réunionnais, c'est une langue qui elle aussi est extrêmement métissée en vérité. Et c'est beau de se dire qu'il y a des termes malgaches, il y a des termes indiens, il y a des termes européens, il y a des termes même de l'Angleterre, parce qu'à un moment de son histoire, la Réunion a été anglaise, et le Mmh. ou qui veut dire tu, il dérive directement du you anglais, tu vois. Donc je trouve ça magnifique, moi, et finalement, ça raconte quelque chose sur notre vivre ensemble et ce côté rassembleur que nous aimons tant. Et, et ça, c'est notre grande force aussi. Et donc, j'avais vraiment, comment dire, à cœur de faire ce film en créole aussi pour ça. Et voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la langue, bien sûr, que tu mets en avant. Au niveau culturel, il y a également, tout l'aspect musical. Hmm. Est-ce que tu veux bien développer un petit peu ça pour nous? Non, j'ai pas envie. Bien sûr que la musique, tu sais, c'est juste une merveille d'émotion, la musique. Ça, on va l'apprendre à personne. Et nous, on a une musique à La Réunion qui est absolument magnifique, qui est le Maloya, qui te fait entrer en transe, qui te connecte comme ça avec tes racines, avec tout ton passé, donc ancestral et toute cette histoire héritée des temps de l'esclavage. Et elle a cette rythmique en ternaire très particulière qui fait que pour pouvoir le réussir, faut tourner les reins un peu différemment. C'est un autre mouvement, un autre style de danse. Et moi, j'avais vraiment envie que Thomas, mon personnage principal, on sente ces racines-là à l'intérieur de sa façon de danser. Donc c'est un breaker, Mmh. donc c'est un garçon qui est profondément connecté à la modernité du monde, mais il vibre aussi avec ses racines à lui. Et donc dans son style à lui, on a rajouté du maloya, on a rajouté, tu vois, ce tourné de rein très particulier. Et, euh, et c'est ça qui est, comment dire, qui est inspirant, je trouve. Et, et j'ai toujours adoré, moi, voilà, la- la- cette musique-là et toutes les musiques que nous avons à La Réunion. Donc il y avait quelque chose aussi de l'ordre du patrimoine à défendre. Euh, et et l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu sur ce film, c'est quand j'ai contacté les ayants droit de Gramoun Lélé pour pouvoir utiliser une des chansons patrimoniales de La Réunion. Ce Maloya absolument magnifique sur laquelle j'ai scellé la rencontre entre Thomas et sa petite amie dans le Mmh. film. Et quand elle m'a dit, oh, mais oui, un grand oui et tout, c'était vraiment magique, quoi, tu vois. Donc, de pouvoir comme ça savoir qu'on allait pouvoir faire vivre sur grand écran nos racines, les remixer avec bah, les connexions d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Et ça montre aussi bah, toute la richesse créative des musiques des îles, quoi. D'ailleurs, au-delà même de la musique, Hmm. puisque je travaille également dans l'industrie du jeu vidéo Ah oui. et j'ai bien sûr, reconnu le jeu de Lionel Darry. Ouais. Je sais plus le titre du jeu, mais c'est un jeu où en fait on est en voiture et on Et visite. on visite les. En fait, il a fait un jeu assez très sympa, je Ah dirais. oui. Parce que, tu vois, sur le plateau, des fois, toute l'équipe se mettait devant la console pour faire des parties. J'avais dit, les gars, là, on tourne, là, faut arrêter. Parce que il a eu la bonne idée, en fait, que tous les circuits, ce sont des rues de La Réunion, des Oui, rues emblématiques. absolument. Et donc, alors, celle qu'on voit dans le film, c'est la route du littoral, la fameuse route du littoral, qui est très connue à La Réunion.
Et donc voilà, et tu peux faire en fait des courses, des rallyes et tout sur ces routes-là. Et son jeu, il est vraiment fun. Et il en a sorti un autre là dernièrement, un jeu de combat, Oui, Street Street Totosher. Totosher. Ouais. Donc Absolument non. C'est un Street Fighter, mais à la ouais. réunionnaise. Et je crois que, enfin, je voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois que ça s'appelle Speed Island ou quelque chose comme ça, son jeu de course. Ah oui, oui, je pense que tu as raison. Ouais, je crois que c'est En ça. tout cas, j'avais adoré voir cette touche réunionnaise parce que Bah, mais il fallait la mettre partout, même dans les, tu sais, dans les totalement. boissons, dans la Ah nourriture, oui, c'est on a vrai. absolument tout. Moi, j'ai voulu vraiment mettre bah, la Réunion que je connais depuis ma plus tendre enfance. J'avais envie de montrer comment nous vivons. Euh, et parce que c'est vrai que souvent, en fait, première chose qui revient dans la tête des gens, c'est soit l'exotisme, Oui. le Mm. côté grandiose des paysages, et aussi souvent le misérabilisme. Et ça, il fallait le balayer absolument, quoi, tu vois. Il fallait vraiment donner un grand coup de pied dans la fourmilière à ce niveau-là. Et donc, ça impliquait de mettre ma caméra à hauteur de destin et non pas à hauteur du folklore et des paysages. Totalement, Euh, oui. et l'une des plus belles critiques que j'ai eues sur le film, tu vois, le mec, il dit, enfin, il y en a eu pas mal des belles critiques sur le film quand même, je dois avouer, j'étais content. Mais le mec, il fait, ouais, c'est assez étonnant parce que, en fait, le premier plan d'ensemble, il arrive qu'à 15 minutes, quoi, tu vois, du film. Donc, c'est dire à quel point, en fait, ce film n'est pas un film où on va être dans l'exotisme, dans le voyage touristique, absolument pas. On est dans la réalité quotidienne. Et ça, bah, moi, je me suis contenté de filmer ce que je connais et dans un rayon de 30 kilomètres autour de chez moi, quoi. Ouais. Mm. Et alors, c'était une histoire que tu portais donc depuis un moment. Est-ce que c'est une histoire que tu as perçue au travers de personnes que tu as rencontrées, que tu as totalement inventées? Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait? Parce que c'est quand même des sujets difficiles que tu En fait, mets alors en avant. c'est une histoire qui est complètement romancée, mais qui s'inspire quand même de ce que vivent en fait en vérité pas mal de jeunes. Euh, un jour, en fait, je rencontre une assistante sociale qui va en fait lever un tabou face à moi. C'est qu'elle me sort cette phrase assez dramatique. Elle me dit, mais vous savez, Monsieur Lucili, nous, dans nos critères d'intervention de travailleurs sociaux, une mère qui met à la rue ses enfants, c'est une situation qu'on classe comme banale. Oh waouh! Et moi, ça, ce banal, il me choque complètement, et parce que je viens d'une famille extrêmement aimante, donc pour moi, c'est complètement inconcevable, Ah tu vois. oui. Et à partir de là, je démarre une enquête et je rencontre énormément de monde, des magistrats, des officiers de police judiciaire, d'autres travailleurs sociaux, et je me rends compte que cette femme, elle a raison. Et pas seulement à La Réunion, un peu partout en fait, il y a un vrai tabou autour de ça. Et là, je me mets à rencontrer aussi des gamins, des jeunes qui ont vécu ça, qui sont placés dans des centres et tout. Et je vois à quel point c'est très très compliqué de se relever de ça. C'est une blessure intime qui va casser complètement ta confiance en toi et qui va vraiment être délétère pour la suite de ta vie. Et moi, je suis un profond utopiste. J'ai envie de croire qu'on est capable de bâtir un monde meilleur. Mais si on nous coupe, on nous enlève, on nous arrache, même comme ça, des guerriers à cet âge charnière qu'est l'adolescence, bah, qu'est-ce qui nous reste, nous, derrière, tu vois? Parce qu'on a besoin de ces forces vives-là. Donc à partir de là, il y a un cri du cœur là qui monte en moi et je commence à donc écrire ce scénario complètement romancé, mais à partir du destin de ces deux jeunes, voilà, avec ce postulat de départ on se prend dans la gueule brute de pomme, Oui. sans connaître les raisons du pourquoi, du comment. Ils sont foutus à la rue et pof, maintenant on est dans leur réalité. Et qu'est-ce qu'on fait comme pour se rebâtir, pour se construire, garder la confiance en soi. Euh, et voilà, et c'est tout ça en fait finalement qui irrigue mon écriture. Et ça marche parce que je me souviens à l'avant-première, il y a quelqu'un qui avait pris la parole Mm. pour dire qu'il était dans cette situation-là. Ouais, Enfin, il a été dans cette ouais, situation-là et que ce film, d'abord, lui rappelait beaucoup ce que lui-même avait vécu, ouais. mais qu'en plus, tu avais cette capacité à... C'est pas l'idée de faire un happy end ou quoi, non, c'est pas Non, ça. C'est vraiment de cette capacité à montrer que l'espoir est là, il peut être là, en fait. l'espoir, la solidarité, Mm. l'entraide, L'amour contrairement à ce qu'on aussi. pense, Mhm. l'amour bien sûr, avant tout même je La dirais, résilience. la résilience. Il y a plein de choses comme ça, qui peuvent paraître bateaux, mais je pense qu'elles sont essentielles en vérité à marteler
parce que on a tendance à voir avant tout la dureté du monde, et c'est vrai que le monde est affreusement dur, mais que si pourtant on ose dire à l'autre, tiens beau, n'abandonne pas, comme on dit à La Réunion, tiens beau, largue pas, et ben on s'en sort en vérité. Et que je pense que la clé des choses, elle est de s'entourer dans sa vie de gens qui te diront n'abandonne pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai insufflé, notamment via le personnage de la grande sœur, Mhm. qui va tout le long du film dire à son petit frère, n'abandonne pas parce que moi je t'abandonne pas. Alors qu'elle-même vit des Elle situations vit des très situations compliquées aussi. extrêmement Ouais. compliquées. On est en plein là, je brosse effectivement un portrait très dur d'une réalité malheureusement qu'on vit à La Réunion, qui est enfin, qui sont les violences conjugales Mm. notamment, et les violences faites aux femmes. Et c'est vrai qu'elle a un destin pas du tout facile. Et pourtant, elle a elle aussi cette force de caractère qu'elle réussit à insuffler tout le long du film à son petit frère, et qui Mm. finalement le sauve. C'est assez fort, ce que je trouvais, moi, très, très fort, en fait, hein, dans ton film, c'est que tu as eu cette capacité j'ai envie de dire, mélanger les problématiques, des problématiques fortes, des thématiques fortes, sans, en fait, nous embrouiller. Tout est très clair et limpide, alors que en général, quand tu utilises plusieurs sujets en même temps, à la fin, ça devient un petit, enfin, Un petit boulbi-boulga, quoi, comme on dit. voilà, Ouais. c'est brouillon, c'est mal achevé. Hmm. Pas ton film. Ton film est absolument, bien fini, il est bien achevé, en fait, il est bien travaillé et je sais pas, tu as un secret pour ça? Parce que c'est quand même pas facile de mêler autant de thématiques, je trouve. Je sais pas, en fait. Moi, j'ai simplement écrit les choses telles que je le ressentais avec le cœur. Le secret, il est peut-être là. Mmh. Il y avait une autre aussi, comment même dire, il y avait une autre chose qui était importante dans tout ce processus. Ça a été le regard qu'ont eu mes producteurs sur mon texte, justement. Parce que, alors, ils m'ont jamais dit, tu dois l'écrire comme ci, tu dois faire telle scène, D'accord. etc. Jamais, jamais, jamais. Mais par contre, ils me poussaient en permanence dans mes retranchements. À chaque fois, ils me disaient, va plus loin, va plus loin. Tu vois, un peu la phrase d'Elon Musk, do something bold, you won't Ouais. regret it. Tu vois, fais quelque chose de couillu, tu ne le regretteras pas. Et c'était plus cette dynamique-là qui m'impulsait. Et je Mmh. crois que c'est ce qui a fait la force aussi de ce film, et qui m'a permis d'avoir une histoire qui était bien structurée, avec effectivement plein de thématiques qui sont brassées, mais en essayant de rester juste. Et ça, pour pouvoir rester juste, le secret, je pense qu'il est de rester subtil. Il n'est pas d'y aller gros doigt, pas de, tu vois, de marteler les choses, et surtout de rester, quoi qu'il arrive, du côté des émotions, à la fois du personnage et de ce que le spectateur va vivre, en Oui. vérité. Euh, donc voilà, moi, quand j'écris une scène, à chaque fois, ça c'est primordial à faire, mais c'est peut-être bateau là ce que je vais dire, mais c'est vraiment un truc que beaucoup doivent intégrer, c'est qu'il faut absolument se poser systématiquement la question, scène par scène, de comment le public va la percevoir. Et il faut aussi arriver à rester en fait dans euh, cette, euh, cette dynamique en fait de garder le scénario en permanence vivant. Il faut pas le figer le scénario, il faut le garder comme une matière vivante. Et il faut être prêt en fait à être intransigeant vis-à-vis de son texte, et à se dire que si là la scène elle fonctionne pas, point. Et il faut juste soit la réécrire, soit la dégager tout simplement. Et non Mmh. pas se rattacher parce que ah non mais ah j'y tiens, non mais parce que là tu vois il y aura je vais faire passer une ombre dessus, machin. On s'en fout ça en vérité, tu vois. Mmh. L'important en fait c'est comment tu guides ton spectateur à l'intérieur de ton histoire,
seconde après seconde. Voilà. Il y a eu beaucoup de scènes d'ailleurs que tu as dû supprimer? Ouais, il y en a eu, bien sûr, parce que bon, bah, c'est mon premier film aussi, donc j'ai fait des erreurs où je me suis rendu compte au moment du tournage que ça fonctionnait pas. Il y en a d'autres, il y en a une qui a été très très dure à couper dans le montage parce que elle, par contre, tout le monde était unanime, y compris la prod, que la scène était absolument magnifique, vraiment. Ah! Et en plus, elle nous a coûté une blinde à faire. Elle a été extrêmement chère. Et pourtant, en fait, on s'est rendu compte que elle plombait le rythme de l'histoire à ce moment-là. Mince. Et là, pareil, ça c'est par contre, tu vois, il y a cette troisième écriture du film au moment du montage, où là, à nouveau, il faut garder les choses vivantes, il faut pas avoir d'état d'âme par rapport à ce qui s'est passé sur le tournage, ou en écriture, ou Mmh. dans tout le process que tu as mis pendant ces 10 années à bosser sur ce film. Il faut accepter de ne regarder rien d'autre que la perception du spectateur, le rythme, est-ce que tu l'ennuies ou pas. Mmh. Et là, il y avait une évidence pour nous tous, c'était que ça affaiblissait complètement la connexion qu'on avait avec le personnage de Thomas, alors que la scène était en prise en elle-même, elle était sublimissime. Et donc, ben, il a fallu la couper. Et donc, à l'heure actuelle, je suis fier de pouvoir dire que c'est la scène la plus chère que j'ai coupée. Parce que j'assure, elle a vraiment coûté une Ah blinde. mince Ouais, alors! ouais, c'était une scène de danse. Il dansait sous les fenêtres de sa petite amie là, qu'il rencontre à la fête. Oui? Et on avait fait un éclairage pas possible de tout un stade. Il avait fallu construire une espèce d'échafaudage de 8 mètres de haut pour pouvoir mettre la caméra, Waouh! machin. C'était vraiment très bloqué, tout un quartier de Saint-Paul et tout pour pouvoir faire cette scène. Et c'est parti à la poubelle. Voilà. Mon Dieu! D'accord, non mais c'est alors Donc ouais, ça arrive, tu vois, ça arrive, c'est comme ça. Mais c'est ça aussi la magie du cinéma, tu vois. Et puis t'apprends, il y avait une autre scène comme ça aussi où le texte était très beau dans ce qu'il racontait, mais on voit que sur le tournage ça prend pas vraiment. On arrive à trouver un truc bon gré mal gré à la fin de la journée, mais une fois dans le montage, pareil, ça ouais. fonctionne pas. Donc bah faut pas avoir d'état d'âme, faut couper, faut resserrer. Voilà, c'est la troisième écriture, vraiment. Et ça, c'est l'aide, de la prod vraiment? Ou c'est quelque chose que tu aurais C'est pu l'aide. voir seul, en tant Alors, que à nouveau, réalisateur? le regard de... Alors, pareil, hein, ils m'ont laissé assez tranquille pendant les 4 mois qu'a duré le montage. Et puis, à la fin, eux et puis quelques autres, ils l'ont montré à quelques très très rares producteurs à Paris en qui ils avaient très confiance, D'accord. et d'autres distributeurs avant la panne. Et donc, on a pu avoir des retours, tu vois. Et ça nous a permis encore d'affiner les choses. Mais je pense que la personne aussi qui a été cruciale dans cette étape, c'est ma chef monteuse. Moi, Mmh. à ce moment-là de l'histoire, moi, je montais moi-même tous mes films. Ah oui. Et j'avais par contre demandé, ça c'était une demande vraiment dès le départ, quand on avait fait la première visio avec mon trio de producteurs, je leur ai dit direct, écoutez les gars, moi par contre j'aimerais vraiment avoir un monteur ou une monteuse avec moi là, pour avoir en fait ce regard neuf sur sur les rushs, sur la matière. Mmh, très important. Et elle a été impliquée en fait dès le tournage, en fait elle recevait les rushs tous les soirs, elle commençait à monter, et donc on s'appelait très régulièrement, et donc je pouvais comme ça affiner mon découpage, affiner des choses. Et ensuite, pendant la période où là, on était vraiment devant la station de montage, tous les deux, on bossait jour et nuit, et on avait comment dire, euh, la force en fait avec nous de ce regard supplémentaire elle avait sur cette histoire, qui était complètement détaché de tout ce que moi j'avais pu vivre jusqu'à maintenant. Et ça a vraiment été crucial parce qu'en plus, elle adorait le scénario, et elle adorait ce qui avait été filmé, et donc elle protégeait vraiment ses personnages, tu vois. Ah, ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, euh, donc au final, voilà, ça a été à nouveau le processus créatif. En vérité, un film, il se fait jamais seul, tu Non, vois. je suis d'accord. Et le processus créatif, si aujourd'hui on a toutes ces belles remarques, tous ces gens qui se lèvent en standing ovation dans les salles, qui pleurent en tremblant Mmh. dans nos bras, c'est parce que tout le monde y a mis du cœur, chacun dans l'étape, tu vois, dans le process, quoi, tu vois.
Et ça, ouais, j'ai été béni des dieux, je dois Ouais, avouer mais sur cette on histoire. dirait que toutes les étoiles se sont Ouais, alignées clairement. pour ce film, en Ah fait. ouais, ouais, clairement. Et tu parlais de tests, enfin, les producteurs, une sélection de producteurs ont pu voir le film en amont pour Hmm, vous aider à avoir des critiques. hmm. Mais est-ce que vous aviez pu montrer le film en amont Non, également à des vrais spectateurs? non, Non, jamais, jamais. jamais, D'accord. jamais. Le film, ils ont jamais, ils l'ont absolument jamais montré au public tant D'accord. que le film n'était pas prêt. Voilà. OK, donc ils voulaient être sûrs que le spectateur soit pas, Non. rebuté, mais ils ont pas réellement pris des spectateurs, ils ont pris quand même des gens, Ils ont pris des gens de la de la profession, profession. Ouais, extrêmement triés sur le volet. d'accord. Ils l'ont montré à vraiment très très peu de gens, hein. Là, ce que je te dis là, ça représente 3 personnes, hein. Ah oui, en effet. Et il y avait vraiment, les choses étaient totalement verrouillées, il n'y avait pas une seule image qui sortait, et ils ont protégé ce processus créatif jusqu'au bout, là, pour le coup, vraiment. Et je suis ensuite très très content. Merci, je les remercie parce Ouais, que, bravo. ouais, Beau boulot. ouais. Non, mais après, tu sais, ça peut être aussi très pertinent sur certains films de faire des projections tests justement avec le public. Les Américains sont très très friands de ça. Et il y a peut-être effectivement des remarques qu'on aurait eues Ouais. qui seraient arrivées grâce à ces projections-là. Mais là, pour le coup, pour celui-là, ils ont vraiment verrouillé totalement l'affaire. Et d'ailleurs, tu parles d'Amérique. Est-ce que Hmm. c'est un film qui est voué à tourner, à l'étranger? Écoute, ben, alors forcément, moi j'en serais le plus heureux Eh des oui, hommes. Mais je ne sais pas du tout. Je sais ils ont commencé les ventes les ventes internationales, d'accord. et qu'ils ont d'ores et déjà préparé, tu sais, ce qu'on appelle la VI, c'est-à-dire le son sans les dialogues pour que chaque pays puisse faire son doublage. Après, on le sait, il y a des pays qui sont plus en mode remake, etc. Mais en tout cas, la VI a été préparée déjà. Ah, c'est-à-dire qu'il sera pas, en fait, distribué en créole, il sera doublé? Dans les autres pays, ouais, c'est Ah oui? possible. Ouais, Aïe, c'est aïe, possible. aïe. Oh, Mais quel ouais, bah oui, dommage. mais après, t'as les cinéphiles qui, eux, quoi qu'il arrive, ils veulent voir le film Eh en oui, VO, tu vois. Donc, ouais, mais je pense qu'il est vraiment trop tôt pour l'instant encore de parler de ça. Là, pour l'instant, on est déjà sur la sortie sur notre territoire. d'accord. Et puis, on verra bien ce qui se passe en début d'année prochaine, quoi, tu vois. Et on a la chance, mine de rien, d'avoir quand même une communauté réunionnaise et ultramarine qui est un peu enfin, comment dire, dispatchée sur toute la planète. Donc, avec un peu de chance, on pourra peut-être attirer un peu tout le monde comme ça dans différents pays, quoi, tu vois. Ah, il faut absolument. Ah, Ce serait... Ah, il y a je mon crois que le distributeur qui arrive, distributeur, David. oui, j'étais en train de lui répondre. C'est vrai que, bah, juste, bah, il arrive presque à point. Magnifique. Bon- Bonjour, monsieur. Bonjour, David. Ah oui, j'étais en train de t'écrire parce que je surveillais. Je suis On va la désolée. faire en mode très vivante dans ce podcast. Si vous permettez, je vais dire bonjour à mon distributeur. Ah oui. On a dit plein de choses et on allait justement arriver. Chercher le bon moment. Pour C'est- pour- Bravo. Bon, on te laisse t'installer. Et après une ou deux questions, on passera également à toi parce que j'ai vraiment envie de comprendre cette relation réalisateur-distributeur, comment c'est arrivé. Donc, installe-toi. Alors, on va reprendre avec Grégory en attendant. Oh, mais non, Ah, pas du tout. Il n'y a c'est pas de bien que tu problème. sois avec nous. Merci. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu de l'improvisation ou quelle est la part de l'improvisation dans Non, la jamais. réalisation? Ils ont vraiment. Dans la réalisation ou Ouais, dans dans la la réalisation. direction d'acteur Ah. Dans- Bah ça revient au même. de Ça toute revient au façon. même. Non, non, alors déjà, moi, d'un point de vue mise en scène, je n'improvise rien sur le plateau, c'est-à-dire que je sais exactement, j'ai fait mon découpage depuis plusieurs mois, Mm. qu'on a travaillé avec les différents chefs de poste pendant la prépa, et quand on arrive le jour J, ça fait déjà 3 semaines qu'on sait exactement ce qu'on tourne, et je ne tourne que ce que j'ai prévu. D'accord. Donc c'est vraiment excessivement rare, et sur ce film-là, ça n'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé sur quelques courts-métrages, mais sinon jamais. Que je me dise, ah ben là il faudrait tourner assez différemment, là il faut un autre plan et tout. Moi j'ai prévu ça, je tourne ça et voilà. Waouh. Et on voit comment ça se passe après. Et ça me vient en fait de, tu vois, quand j'ai fait mon troisième court-métrage, Le baiser des gens perdus, je tenais à le faire en pellicule.
en 35 mm parce que je voulais apprendre à manier ce format-là. Et ça avait été une gageure pas possible de faire venir de la péloche à La Réunion, de trouver une Mmh. caméra cinéma qui d'ailleurs ne fonctionnait pas, c'était un enfer. Waouh! Je n'avais que 30 minutes, j'avais pu m'acheter que 30 minutes de pellicule pour pouvoir tourner mon film. Donc j'avais que ça et il fallait Waouh! tourner le film avec que ça, tu vois. Et ça t'oblige, en fait, en vérité, ça a été une putain de bonne école. Parce que ça t'oblige à vraiment à penser ton découpage, à aller directement au fond des choses et dans ta direction des acteurs aussi, parce que tu as droit qu'à une, peut-être deux, peut-être trois prises grand Mmh. max, mais pas plus, tu vois. Et, euh, et dans ma direction d'acteur, justement, donc j'essaye d'être le plus précis possible et d'ajuster les potards, comme je te disais tout à l'heure. Euh, et donc, il n'y a pas vraiment d'improvisation sur le texte, ils disent ce qui est écrit. Par contre, là où je les laissais apporter leur touch, c'était sur le créole en lui-même. C'est-à-dire que, tu vois, là, il y a Mmh. autant de créoles réunionnais qu'il y a de réunionnais à La Réunion. Tu vois, Mmh. lui là-bas, il va parler en li, lui là-bas, il va parler en lu. Tu vois, Ça veut dire quoi? c'est une autre façon de prononcer le créole, tu vois. D'accord. Il y a des gens, et puis ils amènent leur bagage avec eux. C'est-à-dire que tu as des malgaches, par exemple, qui sont, qui sont installés à La Réunion. Ben, ils vont tâcher de parler créole, mais ils vont avoir leur propre accent aussi, tu Je vois. vois. Donc, et c'est ça la réalité de là-bas. Et donc, du coup, à chaque comédien, je leur disais, parle comme tu parlerais en fait dans la vie quotidienne ce texte-là avec ta façon d'intonner les choses, Mmh. ton causé à toi, tu vois, mais avec ces phrases-là, tu Mmh. vois. Faut rester dans le Et script, ouais. voilà, voilà, restons dans le script, n'improvisons pas sur ce qu'il y a à dire parce que le texte, il est quand même très écrit, mais par contre, voilà, dans votre causé, bah, apportez votre causé à vous, tu vois, dans l'intonation, dans tout ça. Et c'est ça qui fait que je pense, en fait, on est très félicité sur cette langue créole qui, au final, est très naturelle, très quotidienne, très dans ce qu'on Oui, voit complètement. à La Réunion. Tu as parlé tout à l'heure de ton stage chez Pathé qui Mm, t'avait énormément formé mm. et là on parlait d'improvisation, dans le film qui n'existe pas parce que pour toi il ne faut pas d'improvisation. Est-ce que c'est quelque chose également que tu as appris, pendant ce stage? Et si tu devais retenir, ce que tu as appris, pendant ce stage, qu'est-ce que ce serait? Non, en tout cas sur la direction d'acteur, non, parce que j'étais vraiment, si tu veux, moi j'étais stagiaire au marketing international, donc tu n'es pas en fait sur le plateau à Ah oui, fabriquer, tu c'est es dans vrai. la, Oui. tu es dans la distribution, la vente, donc ça m'a permis par contre de voir tout ce travail qu'il y a ensuite en aval du film. Ça m'a permis par contre de rencontrer des réalisateurs et donc de commencer un petit peu à papoter avec eux et à ressentir en fait un peu leur vécu, des choses comme ça. Mais sur la fabrication d'un film en elle-même, ça c'est plus tard que je l'expérimente vraiment, tu vois. Sur la gestion de plateau, la gestion d'équipe et effectivement la direction d'acteurs. Et il y a eu vraiment deux choses qui ont été très impactantes. Ça a été d'une part mes courts-métrages Mmh. où là, voilà, j'ai expérimenté donc la direction d'acteur et cette expérience sur cette série télé donc dont je te parlais tout à l'heure, où alors j'étais pas réalisateur, j'étais assistant réalisateur, mais ça m'apprenait là vraiment la gestion de plateau parce que premier assistant donc c'est un poste qui est assez crucial sur un film. C'est un peu le bras droit du réalisateur, tu vois, qui va mettre en œuvre les choses vraiment minute par minute sur le plateau. Et la chance que j'avais, c'est que cette série, c'était quand même assez gros. On tournait à deux plateaux, deux cams sur chaque plateau, deux caméras. Donc ça m'a appris ça aussi, les tournages multicam qui sont plus difficiles parfois que des tournages à une seule cam. Mmh. Euh, donc voilà, je dirais que c'est plus cette expérience ensuite vraiment sur les plateaux de tournage où j'ai roulé ma bosse vraiment en partant de la petite porte, en apportant au départ le café au producteur sur le plateau et en passant le balai à la fin de la journée de tournage. C'est comme ça vraiment que j'ai appris mon métier en vérité. D'accord, donc bon et alors tu avais commencé quand même par, du coup, distribuer donc le marketing, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Distribuer, c'est ça. des films, donc tu as eu Mais quelques clés?
Mais c'est quelque chose que tu aurais jamais pu, toi, faire seul, de distribuer, Ah oui, non, jamais. Et puis non? c'est pas les mêmes métiers. Et Non? puis moi, j'ai pas de velléité à ça. Moi, je suis Ah, profondément voilà, un OK, auteur-réalisateur. OK. Tu vois, comme je te disais, à mon école de commerce, je détournais les ateliers management et leadership pour faire des petits courts-métrages amateurs. J'avais rien, hein. J'avais un caméscope acheté chez Carrefour et puis il y a un manche à balai pour servir de perche pour prendre le son. Donc le son était inutilisable parce que tu entendais les bruits des mains sur le manche à balai, c'était atroce. Mais c'était comme ça Ouais. que je faisais vivre ma passion, tu vois. Mais j'avais pas de volonté d'être Ouais. distributeur, ni même producteur quand je l'ai fait à La Réunion, quand j'ai créé ma boîte de prod. Je l'ai fait parce que j'avais pas d'autre choix, parce que sinon, en fait, personne m'aurait remarqué, tu vois. Et Ah, qu'il y voilà, a, je il y voulais en a... venir à ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais à aucun moment dans mon parcours, c'était une volonté de. Après, je l'ai fait par la force des choses, C'est tu vois, ça, et j'ai appris, d'accord. j'ai produit des courts-métrages d'autres artistes à La Réunion, j'ai produit un documentaire au long cours. Mais du coup, tu vois, comme quand tu es très seul comme ça, euh, je trouve que tu fais mal les choses. Par exemple, mon Mmh. documentaire au long cours, là, je suis un peu triste parce que ça fait 3 ans que j'arrive pas à m'en occuper. Parce que moi, je suis pris à fond sur l'écriture et la réa, qui sont déjà pas mal de. Enfin, Et qui te passionne et plus, bah quoi. ça, Mmh. oui, moi, c'est Ouais. depuis l'enfance et c'est ça mon vrai métier, tu vois. Mais c'est quand même très très formateur tous ces Mmh. trucs-là. Je pense que tu vois, la vie, elle t'envoie aucune expérience par hasard, et que s'il a fallu qu'en fait j'en passe par là, c'est que j'avais besoin d'apprendre la réalité de ce métier-là dans toute sa globalité, en fait. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment, en tout cas dans nos communautés, Mm. que l'on doit se débrouiller un peu plus que les autres Il et faut être faire être multicasquette. Je vais reprendre une expression, hein, nous, c'est pas des couteaux suisses qu'on doit être, c'est des couteaux créoles, tu vois. Donc, c'est-à-dire C'est qu'il ça, faut qu'on soit, il, il faut qu'on ait vraiment encore plus que le le couteau suisse, tu vois, tellement il faut tout faire, c'est ça. effectivement. Et je rappelle que il faut remettre dans le contexte de la Réunion où il y a 10 ans il y avait rien, et Ouais, où il fallait, tu veux éclairer ta scène, il faut aller acheter des projecteurs de jardin à la quincaillerie du coin pour pouvoir éclairer ta scène, tu vois. ouais. Euh, et, et ça, c'est vraiment effectivement, euh, c'est un désavantage, mais c'est aussi une force, parce que ça te pousse en vérité à, à travailler plus que les autres, à Mmh. apprendre plus que les autres, et forcément qu'il y a un moment où en fait, bah, ça te sert en fait, tu vois. Alors, on parlait de tous ces différents métiers entre réalisateur, producteur, distributeur. Mm. On a la chance, d'avoir avec nous le distributeur, de Marmaille, donc David Baudry. Bonjour. Bonjour David, merci d'être, venu pour ce podcast autour de Marmaille. Et alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, comment vous vous êtes connus et qu'est-ce qui a poussé, ton agence de distribution à distribuer? Alors, on s'est connus de la plus belle manière, finalement, par son film. Ça- D'accord. j'ai connu son travail avant de connaître Grégory. Donc, l'histoire, elle a commencé sur Film Fini, parce que euh, le producteur de Grégory sont aussi des producteurs avec qui on a fait un film, avec qui on allait sortir un film, qui n'était pas encore sorti, puisque ce sont les producteurs d'un petit truc en plus. Ah oui, oui. Et puis, très rapidement, ils nous ont dit, on a un film, on aimerait bien que vous le regardiez, on n'a pas de distributeur, on veut savoir si ça vous intéresse. Donc, on a regardé le film. C'est, c'est pendant le démarrage, pendant la préparation de la distribution, de la campagne de distribution d'un petit truc en plus. Donc, le film n'est pas encore sorti. Et, euh, et donc, on a regardé le film de Grégory, qui s'appelait pas Marmaille à l'époque. Non, c'est Hein. vrai. Euh, et puis, on a eu la même chose que tous les gens qui vont le voir. On est tombé en amour sur le film parce on a vu toute cette énergie, toute cette sincérité qui se dégageait du film. On y a vu aussi son, sa singularité parce que, enfin, je vais dire sa singularité réunionnaise. Parce que on voit un film euh, qui se passe à La Réunion ou dans un autre territoire ultramarin, on s'attend à avoir quelque chose de très exotisant,
voilà, un En peu tant que comme public en tant que public, comme s'il fallait faire métro, un petit ouais, peu plaisir au métro, hexagonal, les ouais, faire voyager. Et ça veut pas dire qu'on voyage pas, ça veut dire que c'est pas l'axe. ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Euh, et ça nous a beaucoup plu. C'est-à-dire que cette histoire-là, étrangement, ça met en valeur le fait que c'est un territoire français, c'est un département. Je ne vais pas dire comme les autres, puisque ça voudrait dire que tous les départements se ressemblent, donc non. Ah non, Mais au même titre qu'un autre département. C'est-à-dire que ça rapproche, ça attache ce territoire à la métropole. C'est-à-dire que cette histoire que Grégory nous raconte, même si évidemment elle est ancrée dans une réalité insulaire, avec il y a plein de choses qui sont typiques à La Réunion, c'est avant tout une histoire qu'on pourrait avoir tournée dans à Brive ou ailleurs. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on a à la fois rapproché La Réunion et on a en même temps éloigné le décor. Donc oui, il y avait quelque chose qui était pour nous qui était vraiment important dedans. Et puis et donc ça, c'était d'abord la première prise de contact. Donc la prise de contact, elle est à travers le film. Et on a dit oui tout de suite à Pierre et Thierry, les producteurs. Et ensuite, ben, on s'est rencontrés comme toutes les rencontres se font aujourd'hui, par visio. C'est vrai. on a juste nous la Et, chance d'être tous réunis là, mais et, et puis voilà, puis c'était déjà très sympa lors du premier contact, et puis après quand on s'est vu la première fois quand on était présenté le film À à Montpellier. Montpellier, Ouais. voilà, tu viens. On se C'est- rencontre à la gare de Lyon on se pour la rencontre première fois. voilà. Donc, On passe 3 heures en dans le vrai. train. Il me présente. Je m'aperçois à ce moment-là, et c'est la honte, et je l'assume, hein, je le dis, ça sera enregistré, que je n'avais jamais réellement regardé de près une carte de la Réunion. C'est-à-dire, ah oui, je savais où c'était près, mais comme il y a plein de départements français que mais je n'ai oui, pas bien sûr, regardé de ouais, près. ouais, ouais. Mm. Hein, mais je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai jamais regardé vraiment la topographie. Je suis jamais allé à La Réunion, donc je serais pas, je n'aurais pas su. On m'aurait dit, tiens, ça c'est La Réunion, pose-moi Saint-Denis. Ouais, t'aurais pas su où. Wow. Donc voilà, C'est vrai. les 3 heures de train durant, voilà, il m'a expliqué l'île, tout. Il m'a donné envie d'y aller, évidemment. Eh oui, Et, donc voilà, et comme tu le sais, Grégory, tu es quelqu'un de éminemment sympathique. Donc voilà, c'est une super absolument, rencontre. absolument. Euh, Vous êtes gentil. voilà, D'accord. c'est ça notre rencontre. Alors, il n'y a pas eu de barrière par rapport au fait que ce soit tout en créole, par exemple? Parce que Grégory nous a quand même expliqué que c'est un film qu'il a souhaité faire depuis très longtemps. Et l'une des conditions qu'on lui demandait, c'était que le film soit tout en français ou tourné en Mm. enfin, anciennement métropole, donc dans l'Hexagone. Et c'était des conditions sur lesquelles il n'a jamais plié. Eh bien, il a bien fait. Oui, Non, ça on n'a est pas du d'accord. tout été un sujet pour nous. Alors d'abord, quand on l'a vu, la première fois, on l'a vu non sous-titré. Et, Ah oui! ouais, on l'a vu Waouh, non c'est sous-titré. challenging Et, ça! en réalité, je ne veux pas dire que euh, j'ai eu toutes les subtilités de langage, mais en tout cas, euh, on y arrive. Ouais, tiens, ça Hein, t'a pas gêné, quoi. on contextualise et en fait, on arrive à suivre. Mhm. Donc ça, pour moi, si on y arrive sans les sous-titres, bon, en tout C'est cas, déjà Ça, je si, gagné. savais pas ça. C'est incroyable. euh, alors, la vraie question qu'il y a eu, s'il y en a une, c'est effectivement les sous-titres. C'est parce que euh, alors, c'est un néophyte qui parle par rapport, par rapport à la langue créole. C'est-à-dire, je me dis, comment on prend le fait d'être sous-titré. En fait, Mm. c'était plus cette vision-là que la question que je me suis posée, très brièvement, c'est celle-ci. Je me dis, bah, c'est un film français, et puis je me dis, si on faisait un film avec un patois, ou si on faisait un film avec un accent assez fort et qu'on le sous-titrait, comment quelqu'un... en fait, j'ai tout ramené au fait que
Comment ce il soit un veut faire? département français, en fait. C'est D'accord. ça en fait, je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui éloigne, en Mhm. fait. Donc c'était, mais voilà, c'était. Après, on est distributeur, donc notre travail, c'est que le film soit vu par le plus grand nombre. Euh, c'est effectivement que de ne pas dénaturer ce qu'est le film. Donc il faut se poser toutes les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Voilà, la meilleure, c'était de toute façon que ce soit sous-titré pour que personne... nous, si ça nous a pas dérangé, il faut se mettre à la place de Eh personne oui, que ça peut déranger. bien Donc, sûr. une fois qu'on a mis tout ça à plat, mais heureusement que Grégory s'est battu et je lui dis tout le temps, enfin, au-delà du film qui est super, les films c'est toujours des aventures et l'aventure des Grégory elle est dingue. Enfin, euh, dans l'imaginaire cinématographique, on a l'histoire de Sylvester Stallone qui se balade avec son scénario de Rocky et qui se bat pour que le film soit réalisé, que ce soit lui qui devienne le rôle Oui, principal. c'est vrai. Et ben on a aussi l'histoire de Grégory qui se balade avec son scénario sous le bras et avec des gens qui lui disent ah oui mais pas en créole, bah non alors oui mais pas à la Réunion, bah non alors et puis il faut de la pugnacité, Ouais. il faut de l'abnégation et c'est ça qui font les belles histoires. Les les films ne sont que ça, sont des œuvres à part entière. Et puis il y a euh, c'est aussi quelque chose de méta. C'est plus grand que l'œuvre seule. Donc c'est tout ce qu'on en raconte. Et en plus, on est dans un milieu qui adore vivre de ça. On arrive même à faire des films sur des films. Et c'est vrai. On arrive à faire des séries Ouais. sur des films qui sont déjà très longs. Donc, et on en fait, voilà, on fait The Offer pour expliquer Le Parrain. Voilà, c'est comme ça. Donc, Moi, je te et le voilà. ressortirai quand on en sera à Marmaille 5, Club Rocky 5. Mais voilà, c'est un tout. Et évidemment que non, ça n'a jamais été un sujet. Et je le remercie vraiment d'avoir fait preuve de cette voilà, pugnacité et puis ça rend l'histoire plus belle, C'est quoi qu'on vrai. en dise. Il y a un beau Voilà. storytelling autour Voilà. de cette histoire, enfin, de ce film. Mais la pan-européenne, donc c'est l'agence de distribution, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pas une distribution. C'est non. Alors, c'est une longue histoire, Ah Pan. oui, C'est une histoire qui a 35 ans. oui. Philippe Godot a créé la Pan européenne il y a 89, 90. Donc, il y a eu beaucoup de films. Il a produit beaucoup de films, dont le plus célèbre est Le Huitième Jour, Oui, absolument. sorti en 98, je crois, de mémoire. Mais il a produit aussi Piala, Le Garçu. Notamment, c'est lui, avec son épouse Nathalie Gastaldo-Godot, qui a fait l'Odyssée, le film sur Cousteau. Donc, et puis, voilà, le parcours a été long. La panne européenne en tant que production existe toujours, mais la partie distribution avait été vendue d'abord à Polygram, et puis il a relancé la distribution il y aura 3 ans, au mois mai prochain, puisque D'accord. il l'avait relancé avec le film d'Azanavicius, Coupé. Coupé, qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2022. Ah oui. Voilà. Donc maintenant, c'est pas une distribution. Pardon, oui. Non, mais il y a aucun problème. Il y a encore beaucoup de gens enfin, les gens qui connaissent Philippe depuis longtemps ou qui sont dans le cinéma depuis longtemps continuent de dire d'utiliser pan-européenne. Il y a pas de problème par rapport à ça. Donc, et puis j'ai complètement oublié La la question. question. Alors, ce qui est, bon, moi-même j'ai oublié ma question, mais c'était peut-être pour comprendre Pan Distribution, du coup, focus sur des films peut-être au sujet un peu moins, j'allais dire, vendeur. Et est-ce que aussi le fait de mettre en avant des réalisateurs afro-créoles ou ultramarins, c'est quelque chose qui va dans la tendance de Pan Distribution ou pas? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une histoire autour de
pour comment on arrive Mmh. à distribuer un film. Alors, il y a des films comme le film de Grégory qui nous arrivent finis. Il y a des films qu'on choisit sur scénario. Ah oui, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, si on n'avait pas eu... peut-être que si on n'avait pas sorti le film avec Ciné Nominé, peut-être qu'il ne nous l'aurait pas proposé à nous. Ah Peut-être ah. qu'il serait allé voir quelqu'un d'autre. Ah, tu Et penses? D'accord. enfin, on va pas refaire l'histoire, mais en tout Mmh. cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'ADN, enfin, vraiment le véritable ADN depuis le début de Panne, et donc de Panne européenne, c'est quand même de mêler un petit peu les histoires de vie, en fait. Donc, c'est pas tant de se positionner sur euh, le créole, mais c'est vraiment la vie au sens large, Mmh. ce qui nous touche tous les Les jours. coups de Il y cœur, a, au rayon des films qui ont été produits par Pan Européenne, il y a Mauvaise foi, le premier film de Roche Dizem, qui est une part de notre société. C'est un mariage mixte. C'est comment de ce couple mixte qui vit sa mixité religieuse sans problème, se retrouve quand l'enfant naît. mmh. euh, Ouais, c'est vrai, il était magnifique ce film. Ouais. se questionner. Donc, c'est toujours ça quand ils produisent Presque avec Alexandre Jolien. Enfin, c'est toujours il y a toujours quand même cette petite. C'est pas une recherche, c'est de raconter la vie et d'essayer de le raconter, mais de manière vraiment populaire. C'est-à-dire, Mmh. il faut que ça parle au plus grand nombre. Il n'y a pas une recherche d'élitisme. Moi, D'accord. c'est un cinéma que j'aime beaucoup parce que c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait évoluer. Euh, donc, moi, j'ai grandi avec, comme beaucoup de jeunes. Alors, en France, on a beaucoup de chance parce on a tout, on regarde tout, on peut C'est tout vrai. voir, tout passe. Même quand on va pas au cinéma et qu'on découvre les films à la télé, il y a quand même beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de choses passées avant. Je sais pas, bon, encore aujourd'hui, je vais pas faire mon vieux réac, genre c'était mieux avant. Mais on a tous le même axe quand on grandit dans un milieu. Ouais. euh, euh, pas, pas favorisé culturellement. L'axe du cinéma et des films en général, c'est l'axe du divertissement. Donc, on va voir souvent le premier dessin animé, la première Oui, cinéma, c'est premier Disney. c'est vrai, ouais, bien Je sûr. pense que si on pose la question à tout le monde, je pense que dans 80% des cas, ils vont nous citer un film de Disney. Ouais. C'est quoi votre premier film? Suivant les générations, on sait, en fait, quand ils nous disent le Disney, on sait à quelle période ils sont nés. C'est vrai. Voilà, t'es né dans les années 80, t'as vu Le Roi Lion, t'es né dans les années 70, t'as vu... Il y avait d'autres choses voilà. avant. Mais donc, oui, mais il faut quand même que tu grandisses un peu, Oui, tu c'est vois. vrai. Ah, Donc, c'est tu ça, vois, ouais. tu nais à la fin des années 80, t'arrives pile poil au moment Ah oui, d'aller au là, c'est cinéma, hop, ah ah oui, fin des t'as Le années Roi 80, oui, c'est Lion vrai. ou Ouais. Aladdin, tu vois, Ouais, t'es c'est dans vrai. cette... Donc, t'arrives à... donc, moi, c'était un peu la génération encore un peu avant. Et donc... Oh, t'en étais pas à et- Blanche-Neige quand non, même. non, j'en étais pas à Blanche-Neige, mais il y en avait moins avant. Il y avait pas Il y on les avait ressortait avant. Ouais, c'est vrai. c'est vrai, Il y les avait pas un ressortait. Disney par an. Mm. Mais, en tout cas, donc, on prend tous le chemin du cinéma par le divertissement. Et puis, à un moment, on découvre des œuvres qui sont hybrides et qui nous emmènent qui fait évoluer notre cinéphilie. Et souvent, quand on est... alors, aujourd'hui, le cinéma est plus... il y a des... Il y a des super dispositifs scolaires, école au cinéma, collège au Mmh. cinéma, qui permet un petit peu plus d'éduquer. Mais avant, il n'y avait pas tous Tout ces ça, ouais. dispositifs-là. Mmh. Et si on fait le parallèle, par exemple, avec la littérature, quand on est à l'école, bah, si on commence par nous dire
Victor Hugo, c'est super. Tiens, vas-y, dis-toi, Victor Hugo, tu vas, bah, forcément, on écoute les gamins de la lecture. Donc, on y va un peu progressivement. Enfin, Oui, façon de le j'espère que, j'espère que Les profs de CP qui arrivent avec j'espère que quand on aura un ministre de l'éducation, enfin un autre, si on en a Ah, un autre un jour, c'est comme ça que les choses se passent. Et le cinéma, c'est un petit peu pareil. Et moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, en tout cas, qui m'a fait basculer, c'est Costa Gavras. Parce que dans les années 70, c'était ça. Il racontait des histoires, il racontait des grandes histoires. Enfin, la grande histoire, quand il fait Z, quand il fait L'Aveu, il parle de. C'est des films éminemment politiques, mais c'est pas des films chiants. C'est des ouais. films qu'on aime regarder. Et il y a de la tension, c'est construit comme des thrillers. Donc, et puis finalement, on regarde des films, on se dit. On sort, on a passé un bon moment et puis on a l'impression d'avoir appris quelque Ah oui, chose, c'est d'être un vrai, petit peu c'est moins vrai. con. Ah oui, Ça, c'est jamais déplaisant, hein, on va pas oui, se mentir. c'est vrai. Et donc, j'aime cette cinématographie-là. Je trouve qu'elle est importante. Je trouve que c'est celle qui nous fait évoluer. J'ai presque l'impression qu'il y a aussi un retour. Il y a eu un petit abandon à un moment, et il y a un petit retour, euh, un petit intérêt sur cette cinématographie. Là, sur les derniers qu'on peut citer, alors évidemment, ça va pour les plus gros, quand par exemple Nolan fait Oppenheimer, on peut quand Ah, même pas dire ah que oui. quelqu'un a compris quelque chose à la physique nucléaire, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai rien appris. on fait pas dans Mais ton garage le mais week-end, donc. voilà, Il est magnifique. il nous Oui, passionne. et c'est vrai. On suit un personnage de folie et tout ça. Et puis, mais on a Tirailleurs, Ah on a oui, et tout. aussi, ouais. Et ces films-là, voilà, c'est des films qui font, qui à la fois sont riches en enseignements, nous font grandir et nous font aimer le cinéma. Donc, il y a quand même, quoi demander de plus? D'ailleurs, Donc, oui, oui, ça me fait rebondir d'ailleurs pour toi, Grégory. Je me posais la question et je voulais te la poser tout à l'heure, j'ai oublié. Alors, j'ai plein de questions encore en tête. Hein, Vas-y, vas-y, vas-y. Il nous reste peut-être moins de 30 minutes, c'est sûr. Euh, déjà, est-ce que tu allais au cinéma petit parce que tu savais que tu voulais être réalisateur? Ouais. Mais est-ce que tu avais l'occasion d'aller souvent au Ouais, cinéma? ouais, Et beaucoup si oui, parce quels films t'ont marqué? en fait, moi, Ou réalisateur? mon père avait remarqué que j'étais un garçon plutôt asocial, Ah! solitaire. Introverti? Ouais, voilà, ouais, ça c'est le mot politiquement correct, on va Oui. dire ça. Et donc, il fallait trouver des moyens de m'occuper. Donc, il m'emmenait au cinéma régulièrement. C'était aussi les débuts de la cassette vidéo. Donc, il achetait un magnétoscope avec plein de films, des trucs, des Le séries karaté? B venues de Ah oui, Chine, tu vois, quand des même. trucs complètement improbables. Mais je me souviens comme ça, en fait, l'un des premiers chocs marquants, alors bien sûr, il y a eu les Disney, moi c'était Bernard et Bianca. Oh là là! Mais il y avait surtout, déjà, il essayait de mettre un peu d'éclectisme dans ce que je voyais. Et ma première vraiment grosse claque, vraiment dont je me souviendrai toute ma vie, je devais avoir 9 ans, c'était L'Ours de Jean-Jacques Hano. Ah oui, moi je Et l'ai je lu le en vois, livre, mais voilà, pas vu au ciné. je le vois au cinéma, Waouh! et en fait, le week-end même, en fait, on fait notre fameux pique-nique dominical, donc du côté de la banlieue lyonnaise là-bas, au parc de Miribel, exactement. Et en fait, mon oncle avait un gros caméscope, tu sais, les trucs énormes pour les cassettes vidéo. Et là, je le prends et je me mets à filmer en fait ces pique-niques qu'on fait en famille parce que voilà, et je filme la nature, je filme, Waouh! voilà. Et ma marraine le remarque et elle m'offre un appareil photo à ce Noël-là. Et je commence du coup à faire de la photo à ce moment-là, de façon assez assidue. Et donc voilà, j'avais ouais, 9 ans. Et ça démarre vraiment comme ça. C'est vraiment l'ours de Jean-Jacques Hano. Alors après, il y a une deuxième étape, c'est plus tard, c'est quand on rentre à La Réunion. On rentre de façon vraiment très très précaire. Mmh. On vit dans une petite case en bois sous tôle, là dans les Hauts de Sainte-Suzanne. Et j'ai un pote, donc on n'avait rien en fait, si tu veux, on pouvait pas, et surtout on pouvait plus aller au cinéma, ça c'était pas possible. Le cinéma le plus proche était à 50 km. Ah oui, en effet, ouais. Euh, Mmh.
et puis on n'avait pas l'argent. Et on avait, pour seul mobilier, à part nos lits, on avait une table basse, une table, pardon, en bois en tréteau, avec une petite télé 36 centimètres noir et blanc posée dessus. Et à l'époque, à La Réunion, tu avais que deux chaînes télé. Et c'était pas, franchement, c'était pas fifou ce qu'ils proposaient. Donc, je suis au collège, comme ça, je me sens assez déraciné quand même, parce que même si c'était ma culture et tout, tu te prends quand même le choc quand t'as 13 ans, de te retrouver vraiment dans un environnement complètement différent, tu vois. Ouais, 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 totalement, ouais. Parce que même Ouais. si tu es venu en vacances, c'est jamais pareil que d'y vivre. Et en plus, dans ces conditions-là, qui étaient assez difficiles. Donc, et j'ai un pote en fait qui rentre de son week-end et il arrive en fait comme ça en classe et il fait putain, j'ai vu un film génial ce week-end, c'est le cinquième élément du Luc Besson, c'est le Ouh! meilleur film que j'ai vu de ma vie et tout. Waouh! Et en fait, il y a un sentiment de jalousie immense qui monte en moi parce que moi je suis passionné de cinéma, j'avais fait mes petits films là avec le caméscope de mon tonton, je faisais mes photos, tout ça là, et je peux pas aller voir ce film. Et j'en suis assez détruit. Et en fait, quand j'arrive, et je vis comme ça pendant plusieurs années avec ce ressentiment en moi où Waouh! je veux le voir, parce qu'il a l'air d'être un film trop génial. Et en fait, quand je suis en seconde, en fait, je bosse un petit peu le week-end dans le vidéoclub que possédait mon cousin, et il me payait pas en espèces sonnantes et trébuchantes, il me payait en cassette vidéo que j'avais le droit de prendre pour aller. Et donc la première cassette, bien sûr, que j'ai prise donc en guise de salaire, ça a été la cassette du cinquième élément pour réparer cette erreur de ne pas l'avoir vue quand j'avais 13 ans. Et là, je me prends pareil une belle claque et je vibre tellement que je me dis non, non, voilà, c'est bon, c'est parti, c'est ça le métier que je Waouh! veux faire. Bon, t'as pas fait un film de science-fiction, mais Non, mais franchement, mais un de ça ces t'a quand quatre, même ça serait motivé. vraiment bien. C'est J'ai déjà vrai? l'idée, ah ouais, et puis à La Réunion, tu peux faire tellement de choses. J'ai déjà ma petite idée, Ah un donc jour j'y arriverai peut-être. OK. Ouais. Bon, j'allais poser la question justement quel était, enfin, ce que tu souhaitais faire par la suite. Mais avant Mm, Marmaille, mm. pourquoi ce titre et est-ce que c'est un mot créole? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est un mot qu'on retrouve bien sûr aussi dans la langue française, Oui, naturellement, mais c'est vrai qu'en français, il a plutôt une connotation oui, péjorative, tu sais, ça désigne la bande de mioches, c'est ça. et tandis que à La Réunion, c'est vraiment un terme très affectueux, qu'on Ah! utilise à la fois pour D'accord. désigner un groupe d'enfants que l'enfant lui-même, l'individu, ou même simplement, quand tu es là entre potes et donc le groupe de potes va allez Marmaille, viens, viens, on va aller voir le truc, on va faire ceci, allons manger Marmaille, etc. D'accord. C'est un terme très affectueux, très très utilisé. Et moi, ce que j'aimais bien en fait dans ce titre-là, c'est que ça met vraiment un petit coup de un coup de projecteur sur le destin d'un enfant à La Réunion, Mmh. donc à travers ce personnage de Thomas, mais aussi on peut élargir le terme à toute la bande d'ados qui est dans le film. Voilà, donc il y avait plein de résonances comme ça, et voilà pourquoi Marmaille. Alors, bah, tout à l'heure, David, tu disais, le titre était pas, Marmaille au départ, je crois? Non, ouais. Non. Et c'est quoi l'histoire du titre, En fait, derrière? C'est quoi ce qui se passe le derrière? titre de travail du projet, c'était Maman veut plus. Oh! Ah bah là, Voilà. là, tu tout dit. Ouais, exactement. Et le truc, c'est que ça spoilait quand même Ça carrément le ah ouais, film. carrément là. Non, et puis, tout ça vient d'une réflexion, effectivement, de La Panne, de Philippe Godot, qui a dit, mais attendez, c'est quand même un titre qui a une connotation négative. Ce film, il est quand même solaire, il est optimiste, il dégage plein d'espoir. Donc, Mmh. et ils m'ont fait un cadeau immense aussi, parce qu'ils m'ont dit texto, nous, on voudrait vraiment qu'en fait, tu mettes un titre qui se comprenne aussi bien en français qu'en créole. Et ça, moi, je l'ai vécu vraiment comme un honneur. Waouh, OK. Et donc, voilà, je leur ai proposé Marmaille dans le courant du week-end. Et Et le lendemain matin même, le ouais, titre était déposé. ouais. Ah Non, oui! en fait, effectivement, là, le choix des titres, c'est toujours un sujet en distrib parce qu'effectivement, on a toujours peur que quand c'est trop, il y a trop de connotations négatives, ça laisse un peu ça fasse un peu peur. Et puis, faut que ce soit en phase avec l'esprit du film. Et puis, c'est vrai que ce qui était vachement bien, et d'ailleurs on le voit dès le film annonce, quand on a construit le film annonce, le mot marmaille revient souvent. Enfin, c'est vrai que c'est un mot, c'est assez marrant parce que on l'a, quand Grégory nous l'a donné,
on s'est dit, ah, c'est vrai qu'en fait, Marmaille, on l'entend tout le temps. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Mm. C'est-à-dire que c'est un peu comme. D'ailleurs, quand tu l'expliques, je ne m'étais jamais dit ça, mais quand tu viens de l'expliquer, je me suis dit, c'est un peu comme le guy en anglais, Ouais, quoi. ouais, 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 c'est exactement Ah ça. oui, Ouais, oui, c'est... oui, oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on l'entend tout le long. Et après, je me suis dit, bah, en fait, on fait le film annonce, on n'a pas forcément pensé à mettre Marmaille dedans systématiquement, mais de fait, il y est tout le temps. Oui, c'est vrai, On c'est vrai. l'entend Ouais, c'est... Marmaille du Mm. début, tout le temps, c'est saupoudré. Et donc, ça semblait. Et oui, et on voulait pas dénaturer, on voulait quand même qu'il garde sa créolité, là, pour le coup. Mhm. Le titre, on n'avait pas du tout envie de partir sur un titre purement français pour la compréhension. Fallait vraiment. Et ce côté hybride, pour le coup, encore une fois, je trouve, raccroche tout. C'est-à-dire, euh, je me répète, hein, c'est vraiment, mais pour moi, c'était vraiment important. Aujourd'hui, on doit vraiment. Euh, c'est vrai qu'on. C'est un peu galvaudé cette expression, mais quand on parle du vivre ensemble, c'est ça qui participe, en fait. C'est de prendre toutes nos singularités territoriales, euh, et en faire quelque chose d'unique, Ouais. Mm. Et c'est d'universel un quoi, petit et peu peut-être, ouais. d'universel. Ouais. C'est-à-dire que c'est toutes ces différences-là, et à la fin, on a quand même tellement de choses en commun, et parce que, oui, effectivement, quand on vit, mais on a la même chose quand on vit à Paris, et puis que il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à La Réunion, hein. On n'a pas le même mode de vie quand on descend juste à Marseille, hein. C'est vrai. On met des doudounes plus tôt, on les met plus longtemps. Voilà, c'est comme ça. Mais à la fin, on est tous rassemblés voilà, sous un régime qui nous réunit tous. Et voilà, il faut qu'on apprenne à tous. Et puis, quand on se déplace un petit peu, moi j'ai vécu moi je suis pas originaire de Paris, mais j'ai vécu dans pas mal d'endroits. J'étais saisonnier, donc je bougeais. Et puis, ne serait-ce que pour parler du langage, on adore attraper des tics de langage. Ça va très très vite. Il y a un petit mot d'argot qui nous plaît, et Mhm. puis on les prend, on les accapare, et puis on est presque content après quand on se redéplace, et que les gens, parce qu'on change pas toute sa manière de parler. On, Ouais, on- c'est vrai. Ouais. euh, euh, ça peut-être que je vais utiliser Marmaille tout le temps maintenant pour parler des enfants, et on va me dire, mais pourquoi je serais très content de raconter l'histoire. Je crois qu'on dit Tim en maille en créole martiniquais. Martiniquais, Ouais, ok. Tim en maille. Donc je comprenais un peu marmaille, mais j'étais pas sûre. Et pour moi, ça avait une connotation péjorative, comme tu l'as Ouais, dit. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais Donc non, non, à La Réunion, c'est vraiment très affectueux et c'est ça qui est beau finalement. très Vraiment. bien. Et alors, alors peut-être c'est une question qui fâche. Si jamais tu veux pas répondre, David, tu me dis. Mais et vous pouvez tous les deux répondre. Le marketing autour du film. Alors, je ne sais pas s'il a eu le même marketing qu'un petit truc en plus, je crois pas. Bon, bah, c'est Mais pas les mêmes comment... films, donc Oui, ça ne se alors, c'est market pas pas le même pareil. film, mais on peut avoir des stratégies similaires. Je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que toi, tu souhaitais nous dire sur ce marketing pour Marmaille, en comparaison peut-être avec d'autres films. Et là, le plus récent, évidemment, auquel je pense, c'est un petit truc en plus, mais évidemment, ça peut être... tu peux Alors, nous parler de d'autres... alors je peux parler, j'ai aucun problème pour parler du marketing du film, parce qu'il faut expliquer aussi l'économie du cinéma. Oui, voilà, C'est ça, parce que c'est tout, le tout, but, hein. Oui, oui, tout est corrélé. bien sûr. Euh, et c'est presque un peu ce qui est difficile dans le cinéma, c'est que c'est un art, mais c'est un art extrêmement coûteux. Ouais, comme le Donc, jeu vidéo, c'est vrai. évidemment, quand on fait un film, il faut déjà sortir de l'argent, trouver des partenaires qui nous en prêtent, et Ouais. après, et en fait, ça n'arrête jamais. Et il faut en sortir beaucoup, beaucoup tout le temps. Donc, il faut en sortir C'est un aussi pour le gouffre marketing. financier. Faut sortir pour le marketing. Et puis, faut essayer d'équilibrer, mais à tous les niveaux, hein. En production, ça sera quand même essayer de faire le meilleur film avec l'argent qu'on a réussi à réunir. Oui. Donc si au début on a dit
dans le meilleur des mondes, tu as besoin de combien, mais si tu as besoin de 10 millions, bah voilà, bah super, bah t'en as que 4, donc vas-y, Oui, go. fais quand même, Donc, quoi. qu'est-ce que tu fais avec ces 4? Ouais. Donc là, je pense que Grégory pourrait mieux en parler que moi, mais j'imagine que il y a des choses qu'il aurait voulu faire peut-être sur le film, et puis qu'on peut pas faire parce que bah, Les moyens, là j'aurais bien voulu un hélicoptère qui passe, et puis bah, non, l'hélicoptère c'était trop, donc on fait des choix. bien sûr. Et puis bah il y a des choix au moment de la production, de la fabrication du film, et puis après il y a aussi des choix en marketing, Oui, puisque quand le film est prêt, quand on mesure évidemment son potentiel commercial, et quand si le potentiel est à 100, et ben, nous, notre travail de distributeur, c'est de l'emmener à 120, 150, 200, donc multiplier son potentiel commercial, mais il faut toujours avoir en tête ce potentiel commercial. Et il faut régler la dépense marketing pour qu'elle ne plombe pas trop le film, parce qu'à la fin, il faut quand même remonter de l'argent aux ayants droit pour qu'à la fin, on puisse à nouveau, Grégory puisse à nouveau trouver des partenaires qui lui font confiance et qui lui disent vas-y, refais-moi un film. Donc, c'est tout un réglage, ça demande de l'agilité, parce que. Et puis, il y a pas de. Puis en plus, il n'y a pas de. Il n'y a pas de recette, hein. C'est ouais, un peu comme le succès. d'accord. C'est-à-dire on pourrait dire ah, super, moi j'adore le film. On trouvait quelqu'un qui nous dit allez, prenez, mettez des affiches partout. Mhm. C'est pas garant Oui, bien sûr, d'un c'est pas grave. Bah succès. oui. Donc Mhm. c'est plusieurs petites choses. Ce qui est bien, c'est quand on a un Grégory qui répond à toutes les sollicitations, qui raconte son histoire, et ça marche autant parfois Qu'une campagne qu'une campagne d'affiches. massive Ouais. et autres. Mais et puis de toute façon, voilà, il faut toujours faire ce réglage pour que aujourd'hui, non, on peut pas, on n'est pas, on peut pas traiter Marmaille comme Warner va traiter Dune, par exemple. C'est sûr. Bien sûr. Mais alors, Voilà, donc du coup, c'est quoi que vous avez donc en fait, préconisé? C'est donc les Mais rencontres Maxime est tout aussi beau avec que les Timothée médias? Chalamet. donc comment? Je dis Maxime est tout aussi Ah beau non, que il est Timothée vachement Chalamet. mieux. Il a quand même beaucoup plus de chiens, Maxime. Alors, Tu vois. exactement. Et Non, mais oh. je pense que Timothée Chalamet a peur. Tu Ah, vois. il a Oui, je suis peur, bien je Je crois. d'accord. pense. Tremble, Timothée, tremble. Et On le salue, hein, s'il nous écoute. en plus, il me comprend. On aurait dû le dire en Ouais, créole. c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr. Et Mais peut-être qu'il viendra voir le film, du coup. Écoute, on l'encourage. Ah bah oui. donc, on a fait un mix. Alors aujourd'hui, on a quand même de la chance, c'est que les réseaux sociaux nous aident beaucoup à avoir D'accord. un marketing quand même Viral. Ouais. plus viral et surtout plus accessible. Tout à l'heure, je prenais l'exemple des campagnes d'affichage, parce que les campagnes d'affichage, c'est C'est extrêmement très coûteux. cher. Oui, bien sûr. Donc il y a des activations qui sont payantes aussi sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc Ouais. on peut faire beaucoup plus de choses. On peut cibler plus facilement. Donc mais tous les films ne peuvent pas non plus être traités. Là, c'était assez facile parce que les réseaux sociaux, bah, ça rassemble les communautés. Les communautés qui s'éloignent. Ouais. Et puis là, on parle Eh d'un ben, film quand même insulaire, hein. exactement. Donc pour nous, il y avait deux axes. Il y avait la partie communautaire, les Réunionnais. Sur les écrans, vous allez avoir un film film, ouais. réunionnais Ouais. dans votre langue, dans votre créole, Tourné dans dans vos créoles, j'ai votre. envie de dire, Oui, parce que exactement. Et tourné et, dans et votre tourné territoire. dans votre territoire. Donc, il y avait l'axe aussi de la jeunesse, de la danse urbaine, qui était important pour nous, qui aussi peut être relayé sur les Très bien, réseaux. oui, absolument. Donc, on a fait beaucoup de digital. D'accord. On a fait beaucoup de digital. On a fait aussi un petit peu d'affichage quand même, parce que c'est Ouais. toujours bien quand on rentre dans le métro. C'est Hein. oui. Ah oui, ça Je fait l'ai un je l'ai petit pas effort. vu, On s'est moi. dit, Je suis pas tombée dessus. il faut quand même que Grégory, quand il descend de l'avion, tout ça, il ait son Oui. petit. Non, mais en plus, il y avait la campagne était jolie. C'était quand même très visuel. Donc, Allez, oui, c'est magnifique, quand c'est même vrai. c'était joli d'avoir euh,
trois affichages parfois dans le métro D'affilée comme ça, ouais. d'affilée, ça avait quand même de la gueule. Donc, mais c'est vrai on a beaucoup activé les réseaux sociaux, en fait. D'accord. Et alors, une des dernières questions, parce qu'il nous reste peu de temps. Mm. Quel est ton prochain film? Ah, Si tu veux nous en parler un petit peu. bah, Eh ben, c'est Dune 3, justement. Ah voilà. avec un Marmaille qui se fait foutre dans la lune par les Fremen, tu vois, hors de la grotte par les Fremen. Écoute, je suis encore en train de réfléchir, d'écrire. Non, t'as déjà un Euh, scénario depuis 20 ans, hein, allez. Non? Et ben non, 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 d'accord. vraiment, en fait, comment dire, tu sais, c'est quand même dur. Moi, j'ai cette angoisse, en fait, de me dire que va falloir que tu portes un long métrage là pendant plusieurs années. Ah, ah, Donc, faut choisir le bon sujet où tu es suffisamment motivé bien pour sûr. tenir plusieurs années, tu vois. Et puis, tout ce que je sais, enfin en tout cas tout ce que je peux dire, c'est que je sais que je le tourne à La Réunion, Ok, voilà. En créole ou pas, ça je ne sais pas pour d'accord. l'instant. Et qu'on sera plus sur une comédie humaine cette fois-ci. Oh! Ouais. Bah, moi, il y avait des scènes que j'avais trouvées drôles, hein, quand même, dans le film, malgré la Ouais, c'est vrai, thématique. c'est vrai. Non, non, si, si, c'est Ouais, vrai. Bah, il faut apporter, tu sais, la beauté de la c'était vie, vivant, c'est quand quoi. t'as ses pleins Ouais, et ses déliés avec, absolument. tu vois, de la drôlerie et puis par moments t'as le drame. Exact. Et voilà, moi j'aimerais bien ouais, essayer d'arriver à construire une jolie comédie, tu vois, dans lequel il y a quand même de la tragédie, tu vois. Ouais. Je pense à des exemples comme moi, mon Graal absolu, ce serait vraiment d'arriver à faire un film, alors pas bien sûr sur le même sujet, mais qui arrive en tout cas à cette justesse d'émotion, Hmm, comme La vie est belle de Roberto Benigni, tu d'accord. vois, où en fait il nous fait pleurer de rire, Ah pour oui, le c'est coup, vrai. vraiment, tu Ouais, vois, ouais. avec Mm. une histoire pourtant extrêmement tragique. Et voilà, ça, ce serait. Voilà, je réfléchis, je cherche, D'accord. Bon, il n'y j'écris. aura pas une histoire autour de l'esclavage, Un jour, peut-être, peut-être? j'espère. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vrai. En fait, moi, bah, j'ai beaucoup de rêves, hein, tu vas voir. Mais un de mes beaux rêves, ce serait vraiment de tourner. Il y a un très beau roman qui s'appelle Chasseur de Noirs à La Réunion, qui a Ah, été écrit par Daniel Waxeler, sur en fait toute la période des marrons, tu sais, qui s'enfuyaient dans la montagne et qui étaient pourchassés. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me plairait bien. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, là, on a eu Ni chien ni maître qui est oui, super. Ni chaîne ni maître, pardon. oui. Oula, le lapsus révélateur. Mais on a eu, voilà, comment dire, enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, justement, sur nos histoires. Je trouve que nos Absolument. territoires sont des terreaux d'histoires formidables, tu vois. Et si tu avais un conseil à donner, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que ce serait pour les jeunes réalisateurs ultramarins? N'abandonnez jamais. Euh, restez ferme avec vos convictions. N'ayez pas peur d'assumer votre part de créolité en vous. Et, et prenez un appareil photo, ça aide à apprendre. Vraiment. Merci beaucoup. Merci Grégory. Merci David. Merci à toi. J'étais très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour Ajuka. Bah, pour ceux qui souhaitent s'inscrire à l'association, nous soutenir ou être juste membre adhérent, sympathisant, mais également pourquoi pas acteur de l'association, n'hésitez pas à aller sur ajuka.org. Avec grand plaisir. J'irai, moi. Voilà, c'est les donations sont aussi acceptées. On a des gros projets pour l'association et le podcast en fait partie et on espère avoir d'autres réalisateurs. On a déjà d'ailleurs interviewé d'autres réalisateurs, mais on espère continuer dans cette lancée pour faire découvrir la diversité afro-créole et ultramarine de France. Ah bah, c'était un vrai plaisir. Merci de l'invitation. Merci, Merci À à merci vous. bientôt. Sandro. À bientôt. Merci, à bientôt.